2021 et à Bangui depuis 2018. Deux pays théâtres d'attaques répétées des terroristes, d'assaillants en tout genre. Seulement depuis lors, des rapports sur des exactions plus graves les uns les autres se multiplient. Mis au banc des accusés, les responsables du groupe paramilitaire russe ont écopé de lourdes sanctions européennes qui s'étendent jusqu'à leurs proches. Aucun rapport ne fait pourtant mention de la récupération du territoire de ces différents pays entre les mains des bandes armées. Pire encore, un rapport ne mentionne le bilan des forces onusiennes ou françaises sur ces différents territoires. Pourquoi la présence russe dérange-t-elle autant au point de nourrir un constructivisme négatif autour de celle-ci? Ces campagnes visent-elles uniquement les Russes en Afrique? Le groupe paramilitaire sert-il juste de tête amie de combat entre les puissances? Quel avenir sécuritaire finalement pour l'Afrique? Au milieu de tout cela, des questionnements que l'on passera sous le regard panafricain de parfait patient d'homme qui est notre invité ce soir. Bienvenue à vous et bonsoir. Bonsoir Princesse Cassandra, bonsoir à nos millions de téléspectateurs, j'allais dire de téléauditeurs. Oui. Et très heureux d'être de nouveau sur ce plateau avec vous. Bonsoir à nos techniciens et merci pour cette invitation. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir et nous démarrons les hostilités juste après cette transition. Merci à tous d'être avec nous sur la 96.3 FM, de nous écouter sur notre fréquence radio, mais également partout dans le monde via notre application For You Media téléchargeable sur Play Store et nos différentes plateformes For You Media Africa, Facebook et YouTube. Votre fidélité nous fait du bien, évidemment, tous les jours et tous les soirs. Passion parfaite d'homme. Je vous le disais tout à l'heure, nous parlons ce soir de la sécurité en Afrique, mais on s'interroge sur la campagne de dénigrement contre les Russes, justement, présents en Afrique, notamment au Mali et en République centrafricaine, comme je le soulignais tout à l'heure. Je rappelais également qu'aucun rapport n'a jamais fait mention de la récupération des différents territoires africains occupés par, non pas occupés, mais je dirais soutenus, peut-être c'est le mot, par les Russes sur ces différentes places. Aucun rapport ne fait mention de toutes les exactions des bandes armées, mais plutôt on s'attarde sur des faits, des dires qui n'ont pas encore été réellement prouvés par l'Occident, disons-le ainsi, les médias d'ailleurs, mais également les paroles d'ailleurs. Pourquoi cette présence russe dérange-t-elle autant sur le territoire africain au point de construire cette réputation de mercenaires, de tueurs, mais également de pilleurs, de violeurs aux instructeurs russes sur le territoire africain? Je peux dire que c'est de bonne guerre. C'est d'autant plus de bonne guerre qu'avec l'aide de ces instructeurs russes, les pays africains, à l'instar du Mali et de la République centrafricaine, qui avaient maille à partir avec certains groupes armés terroristes sur leur propre sol, aujourd'hui retrouvent la vigueur et ont bonifié leur capacité, n'est-ce pas, de combat. Évidemment avec la collaboration de ces instructeurs russes, au point où on peut prendre des exemples. Un pays comme la République centrafricaine, en dehors de la ville de Bangui, l'État n'existait plus. C'est-à-dire le pouvoir du président Bozizé était complètement questionné, j'allais dire contesté, presque sur l'ensemble du reste du pays. Alors, depuis que la collaboration entre la République centrafricaine, le Centrafrique, c'est le terme le plus choyé là-bas de ce côté, en fait, pour dire qu'ils sont au centre de l'Afrique. Et justement, ces nouveaux partenaires russes avec un accord qui encadre la formation des militaires centrafricains, la République centrafricaine a récupéré presque 90% de son territoire. De nouveau,
l'administration peut se déployer sur l'ensemble du territoire. De nouveau, les enfants vont à l'école dans des endroits où c'était devenu un rêve lointain. De nouveau, les hôpitaux fonctionnent. De nouveau, le commerce accourt entre différentes régions. La liberté de se déplacer d'un coin à l'autre est presque garantie. Bref, une paix relative revient au sein du pays. On peut donc valablement se poser la question, cette profondeur de cette coopération nouvelle entre la République centrafricaine et la Russie, parce que c'est ça qu'il s'agit, où était-il quand la République centrafricaine était complètement devenue le siège de ces groupes armés terroristes qui terrorisaient le pays, faisaient couler les larmes de sang et faisait vivre aux pauvres centrafricains un véritable cauchemar. La plupart des centrafricains se réfugiaient dans des forêts. Ils se nourrissaient de feuilles d'arbres et de racines. Ils dormaient dans des forêts, dans la jungle, comme des animaux sauvages, sans aucune protection. Ils pouvaient être tués, ils pouvaient être violés, sans que cela ne meuve personne. Pire encore, ceux qui étaient censés venir les sauver, je parle de la coopération militaire occidentale, vous vous souvenez de ce scandale des enfants, jeunes garçons d'ailleurs, centrafricains mineurs, qui avaient été violés par les soldats français au camp de Mpoko. Alors là, une précision de taille, ce ne sont pas les autorités centrafricaines qui mettent en avant cette affaire. C'est bien une ONG occidentale qui relève le scandale et dans un tour de magie dont seule la France a le secret dans cet espace france-africain, ces soldats ne seront pas jugés en France. Ils vont être restés en justice au niveau, au niveau de la Centrafrique, ils seront restés en justice au niveau de la France et la procédure va aboutir à un non-lieu. Ça a deux raisons. D'abord, j'allais dire deux remarques. Première remarque, ils commettent des actes de sauvagerie, de barbarie sur le sol africain, mais la France s'est arrangé une couverture qui interdit à ces soldats qui sont en OPEX dans une opération à l'extérieur d'être jugés sur le sol où ils ont commis les forfaits. On les ramène donc à Paris, et puis la justice française est incapable de dire le droit et on aboutit à un non-lieu. Donc là, les instructeurs n'étaient pas encore là, ce qu'ils appellent le groupe Wagner n'était pas encore là. Et c'est une question qui n'avait pas été mise en exergue par les autorités centrafricaines, comme je le dis. Donc voilà, on peut bien se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Donc pour moi, ce n'est rien d'autre que de la propagande. La propagande institutionnelle des Occidentaux qui sont en train de constater comment, avec la présence russe, les pays qui étaient complètement pris en défaut par ce manque de souveraineté sur le plan militaire, reprennent le poids de la bête, mais surtout avec pour conséquence qu'ils prennent des décisions qui ne favorisent plus la même mise, n'est-ce pas, des armées occidentales dans leur espace. C'est ça le véritable enjeu. Le véritable enjeu, c'est cette nouvelle quête de liberté et de souveraineté des pays africains vis-à-vis de la conduite, n'est-ce pas, de la guerre pour retrouver et recouvrer l'entièreté de leur souveraineté dans l'espace. Ce qui est valable pour le Centrafrique est aussi valable pour le Mali. On a vu pour le Mali, malgré une présence française musclée, j'allais dire robuste, avec tout ce que vous savez, les forces Barkhane, les forces Takuba, etc., etc., le gouvernement central de Bamako était pratiquement dans l'incapacité d'avoir les moyens de combattre efficacement ces djihadistes terroristes. Depuis que cette nouvelle collaboration militaire a lieu entre l'État centrafricain et la Russie, on voit comment l'armée malienne vole de victoire en victoire. Au point où aujourd'hui, l'espace territorial malien est presque sanctuarisé grâce, n'est-ce pas, au succès de son armée. Donc, voilà, donc au-delà des dires, au-delà de ce récit maléfique, nous sommes en plein dans une construction d'une propagande pour tenter de salir, de calomnier, par une posture hors norme d'ailleurs, de démontrer que là où se trouvent les Centrafricains, les soldats russes, c'est
c'est des gens qui se comportent comme des goujats, qui n'ont aucun sens de respect des droits de l'homme, donc qui en fait se comportent véritablement comme de véritables bandits sur les espaces tiers. Mais on peut encore en rigoler si ce n'était pas aussi dramatique. Oui. Pourquoi le Centrafrique ne se plaint pas de la présence sur son sol d'une armée soi-disant qui a pour mode opératoire le viol, la violence, la sauvagerie et les tueries de masse sur son propre sol? Pourquoi le gouvernement malien ne se plaint pas de ce que les Occidentaux qualifient comme une horde de barbares qui sème la mort et la désolation au niveau de ces espaces? C'est la question qu'on peut se penser, qu'on peut vraiment se poser. Est-ce que les pays occidentaux, les pays impérialistes occidentaux, sont-ils plus soucieux du bien-être de nos propres populations que nous-mêmes? C'est une autre question qu'il faut se poser. Mais maintenant, si on retourne dans l'histoire, je vais apporter deux petites remarques. Oui. Premièrement, il faut dire aux Français de faire attention. On ne joue pas avec les mots. Ces concepts flous qu'ils essaient d'utiliser dans le cadre de leur propagande contre la Russie, parce qu'ils sont en guerre contre la Russie, ça maintenant tout le monde le sait, ce n'est plus un secret polichinelle. Cette guerre-là, elle était larvée depuis 2014 au niveau de Donbass, dans l'Ukraine. Là, depuis un certain temps, elle est devenue une véritable guerre réelle qui est passée d'une opération militaire spéciale à une véritable guerre entre la Russie et les forces de l'OTAN sur le sol ukrainien. Mais on peut donc se poser la question, je disais en termes de remarque, que la Légion étrangère française, ma chère princesse Cassandra, vous savez ce que c'est? C'est une armée de mercenaires étrangers à la solde de l'armée française. 90% des jeunes soldats qui font partie de ce corps d'armée français ne sont pas des Français d'origine. Ce sont des Camerounais, des Cambodgiens, des Vietnamiens, des Malgaches pour la plupart, je ne sais pas, des Sénégalais, des gens qui se comportent en véritables mercenaires au service de Paris. Et au bout d'un certain temps, après avoir rendu des services à cette armée-là, si vous avez un peu de bonheur, c'est à ce moment qu'on peut revoir votre cas pour vous donner la nationalité française ou bien le droit de sol au niveau de la France. D'ailleurs, l'actuel président guinéen, le colonel Mamadou Doumbouya, c'était un ancien, n'est-ce pas, de la Légion étrangère française. Bon, ça c'est la première remarque que nous faisons. Deuxième remarque, pendant la guerre irakienne, vous avez appris que l'armée américaine utilisait une force qu'on appelait Blackwater. Blackwater, c'était quoi? C'était une armée de mercenaires encadrée par des anciens djihadistes américains, n'est-ce pas? Et qui recrutaient principalement aux États-Unis, mais aussi en Amérique latine, mais aussi en Asie, un peu en Afrique. Et cette armée de mercenaires, dirigée, orientée, encadrée par Washington, donc par l'armée américaine, avait pour fonction de faire le sale boulot, où justement les questions de droits de l'homme ne pouvaient pas être reprochées, n'est-ce pas, à Washington, dans le cadre de leurs exactions sur les populations irakiennes. Et Dieu seul sait ce qu'ils ont commis comme barbarie, comme sauvagerie, comme meurtre au niveau, n'est-ce pas, de l'Irak. Ils ont, après un tollé général avec beaucoup de journalistes d'ailleurs américains qui ont mis sur la table ce dossier en disant aux Américains, mais vous ne pouvez pas être prétendument, n'est-ce pas, le pape de la démocratie, des droits de l'homme, des valeurs humaines et humanitaires, et continuer en plein XXe siècle d'avoir ce comportement de corsaire, de flibustier, n'est-ce pas, complètement du 18e et du 17e siècle. Ce n'est pas possible. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de nom. Ils sont devenus aujourd'hui, je crois, le groupe Harmonie et ce qu'ils appellent aussi les légions internationales qui se battent à l'heure où nous parlons en Irak, en Ukraine. Donc, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité ou bien une espèce de vice à la vertu. Que ce soit ces mêmes pays aujourd'hui qui essayent par une propagande malsaine, mais d'abord non intelligente, de dire au monde entier
que les forces russes qui encadrent ces armées de ces pays qui étaient en difficulté à cause, dans la bande sahélo-sahélienne, des terroristes qui sont encadrés par eux. Parce que le ministre Diop, le ministre des Affaires étrangères malien, est clair là-dessus. D'ailleurs, il a saisi le Conseil de sécurité en disant, je suis prêt à vous apporter les dossiers qui démontrent, les preuves qui démontrent que les terroristes que nous avons au niveau du Sahel sont encadrés, sont financés, sont renseignés par les Français. Vous voyez? Donc nous sommes dans une époque, et c'est pour ça que le rôle des médias comme le vôtre sont très importants. Parce que si on avait un seul son de cloche, comme ce fut le temps encore, il y a de cela quelques années en arrière, quelques décennies, on peut bien imaginer les dégâts. C'est grâce aux satellites, comme disait maman Arrête quoi, selon elle qu'il faut célébrer, qu'aujourd'hui, ces mensonges, cette contre-vérité, cette tentative de manipulation et cette propagande occidentale ne passe plus. Parce que nous avons des preuves. Nous avons des preuves concrètes aujourd'hui qui démontrent à suffisance que, effectivement, nous sommes là dans une vaste opération de communication et de propagande de l'Occident pour essayer de dénigrer les succès de la collaboration entre l'armée russe et les nouveaux pays africains qui ont décidé de prendre leur destin en main. C'est le cas de la République centrafricaine et de Mali. On est là comme ça dans les, je ne vais pas dire prolongation puisqu'elle n'est pas terminée, mais dans une certaine mesure, dans un découlement en fait de la crise russo-ukrainienne sur le territoire africain. Dans une guerre qui n'est plus juste sur le territoire, sur le terrain militaire, mais qui devient aussi cybernétique et médiatique. Alors, les différents discours qui sont portés à longueur de journée, vous les suivrez, que vous aurez une peur bleue du groupe paramilitaire justement russe, du côté de la République centrafricaine surtout, parce que c'est beaucoup plus là-bas qu'apparemment les exactions en tout genre sont centrées. Alors, lorsqu'on est dans ce type de guerre, eh bien, quelle est la meilleure option justement pour les différents États qui ont pour partenaire ces groupes paramilitaires? Le silence, comme c'est le cas actuellement, ça n'aide pas beaucoup. Oui, mais non, en fait, dans cette guerre de l'information, il faut quand même avouer que l'Occident a une longueur d'avance. Prenons seulement le cas de la fracture numérique. Même si vous voulez, quelle que soit votre bonne volonté, essayer de contrer suffisamment la propagande occidentale aujourd'hui, avec la fracture numérique qui est réelle entre les pays africains que nous sommes et l'Occident, le mat est joué. Vous voyez, premièrement. Deuxièmement, il y a une question d'adaptation à une nouvelle réalité géopolitique mondiale. La plupart de nos États avaient une communication qui était beaucoup plus institutionnelle. Et vous savez, quand vous parlez de communication institutionnelle pour des pays dominés et assujettis comme les nôtres, la diplomatie tient compte d'un certain nombre de paramètres pour ne pas soi-disant froisser X et Y. Il serait compliqué, par exemple, malgré le fait qu'on sait ce que nous savons sur le caractère nocif de la diplomatie française et les actions françaises sur le continent africain, pour des officiels, par exemple, centrafricains ou maliens, de considérer, par exemple, que M. Nicolas Sarkozy est un criminel de guerre. Alors, moi, je le dis depuis des années. Parce qu'enfin, on a pu construire, à travers de valeureux médias, comme c'est le cas de For You Media, ce qu'on appelle une réponse alternative du point de vue médiatique à ces médias mensonges, n'est-ce pas, à cet empire de mensonges que constituent ces médias mainstream. Les États nous ont plutôt suivis dans ce mouvement de résistance, j'aime l'appeler, sur le plan médiatique, que nous avons lancé. Donc, ils n'ont pas tous les outils, ils hésitent, et c'est nous qui les encourageons. Vous ne pouvez plus être attentiste alors qu'on est en train de démolir complètement votre prestige, on démolit complètement votre réputation. Votre réputation, oui. N'est-ce pas? Et cela n'est pas possible aujourd'hui. Quand je parle, par exemple, de la fracture numérique, sur le plan de l'information, engendre des inégalités du point de vue du traitement de l'information, du point de vue de la richesse de l'information, oui. Du point de vue de la diffusion même de l'information. Hors norme. Je vous assure, hors norme. Comment pouvez-vous comprendre que nous sommes en compétition sur le plan médiatique avec des gens qui, pour la plupart, ont les médias, je peux parler le cas de Radio France Internationale, qui émettent en FM dans les principales villes et campagnes
de nos pays. C'est mon vieux père qui, père son âme, il est parti, qui me faisait rire. Il me disait, chaque fois qu'il va dans sa plantation de cacao, au fin fond du village là-bas, dans la brousse, la forêt équatoriale, il a toujours sa petite radio pour écouter Radio France Internationale. C'est dire ce que ça veut dire. Et nous, en réponse, qu'est-ce qu'on pouvait opposer en termes d'information, en termes de capacité de couvrir nos espaces pour au moins avoir un contrepoids par rapport à cette propagande de ces médias mainstream? C'était quasiment nul. Maintenant, sur le plan quand même institutionnel, de plus en plus, à cause de cette agression avérée et violente, n'est-ce pas, sans que les gens mettent des gants, contre ceux qui tentent de recouvrer leur souveraineté perdue, vous voyez ce qui se passe. Maintenant, je pense que une fois de plus, on a saisi le terreau par le corps, et la meilleure illustration, c'est vu le discours du Premier ministre par intérim malien à la tribune de l'ONU. Vous vous souvenez? Oui. Je répète une fois, je répète encore deux fois, je répète encore trois fois. La junte militaire française, la junte française, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, bon, de sous-sol où nous étions du point de vue de cette réponse médiatique, on peut estimer aujourd'hui que nous sommes au moins au niveau du rez-de-chaussée. Donc, on monte en puissance par rapport à la réplique urgente et nécessaire qu'il faut, mais je reconnais avec vous qu'elle est encore vraiment insuffisante. Il faut qu'elle monte davantage en puissance, et pour cela, les outils légaux et institutionnels de ces États ne suffisent pas. C'est pour cela que des initiatives privées comme For You Media doivent être non seulement encouragées, mais recevoir de la part de ces États-là tous les encouragements qu'il faut pour permettre justement de continuer à muscler le jeu du point de vue de cette réponse, pour contrecarrer cette propagande extrêmement massive, malsaine, autant le dire. Et parce que vous savez, à une certaine époque, et même encore, pour ceux qui n'ont pas encore bien ouvert les yeux en comprenant les enjeux géopolitiques de cette guerre-là, médiatique, vous avez encore des gens qui vous disent, RFI a dit que. Vous dites, ah bon? France 24 a dit que. Ah bon? Peut-être vont citer que For You Media a dit ceci. Parce que pour eux, il y a une espèce de lobotomisation de la pensée et du cerveau qui leur fait croire, pour qu'une information soit vraie, c'est vrai qu'il y a un complexe qu'on peut bien le comprendre. Il faut que ce soit par les canaux dont ils avaient eu l'habitude de recevoir ce venin et ce fiel qui a continué de les intoxiquer, surtout de les rabaisser, n'est-ce pas, en termes de citoyens mondiaux de seconde zone, c'est qu'ils ne sont malheureusement pas. Donc nous construisons actuellement une nouvelle réponse à cette tentative de masculer la pensée authentique africaine, où l'Afrique dit son histoire, l'Afrique dit son information à travers ses propres moyens et à travers elle-même. C'est un processus. Et je peux vous dire que nous sommes heureux du 7e niveau, moins 7 du sous-sol nous étions. Nous sommes déjà heureux de chaussée. Ça veut dire que nous sommes dans une progression. Et c'est cette progression-là qui fait mal et qui oblige ces mercenaires d'hier à redoubler d'efforts dans leur propagande nocive pour essayer de détruire, n'est-ce pas, et de déconstruire tous les nouveaux paradigmes que nous essayons de créer. Nous parlions tout à l'heure de diplomatie, passion parfaite d'homme. Finalement, est-ce que les pays africains ou alors les dirigeants africains sont-ils plus diplomatiques que les diplomates d'ailleurs? Parce que on a vu, ou alors on a entendu des chefs d'État étrangers traiter par exemple les pays africains de pays immatures sur le plan politique. On a entendu des pays, des présidents étrangers citer les dirigeants africains comme s'ils n'étaient rien. Prenons un simple exemple. Lors de la dernière, avant la dernière visite d'Emmanuel Macron en Afrique, dans son discours, il avait clairement déclaré que le Mali n'a pas réussi à gérer son pays politiquement. Diplomatiquement, ce sont des choses qui techniquement ne se disent pas. Mais eux, ils le font. Alors les pays africains, au lieu de sortir de leur coquille, de sortir des carcans, décident d'être un peu plus diplomates que la diplomatie. Prenons peut-être le cas du Mali, par exemple, il semble un peu différent, parce qu'on dira que ce sont des militaires et que la façon de réagir n'est pas la même. Si on se penche sur la République centrafricaine, on aura l'impression que les réponses, les communications sont très pacifistes, un peu trop pacifistes peut-être, et parfois survolent par peur de blesser diplomatiquement. Oui, mais vous savez...
dans la diplomatie moderne, ça dépend des écoles. L'école occidentale, elle est un peu bavarde, c'est un peu de perroquet. Oui. Et l'école orientale, elle bavarde moins, mais elle agit. Elle est beaucoup plus dans l'action. Nous avons l'impression que, par exemple, un pays comme la Centrafrique s'est beaucoup inspiré de l'école orientale, si on peut l'appeler ainsi, où c'est l'action qui compte. Oui. En fait, on jase très peu, mais on agit. Mais je vous ferai quand même remarquer que le simple fait que par le biais d'un manque de respect, d'un manque d'élégance de la part de la diplomatie occidentale, que les gens puissent tenir de pareils propos humiliants vis-à-vis des pays africains, cela veut dire quelque chose. Et ce que ça veut dire, c'est que il y a un bouleversement de l'ordre établi. Des pays assujettis, dominés, ce qui on faisait cracher des ordres au quotidien, nous évoluons vers de nouveaux pays qui n'acceptent plus qu'on les marche sur les pieds. C'est-à-dire du point de vue de leur leadership. Et parce que pour le peuple, c'est déjà une affaire réglée depuis très longtemps. Là où nous avons encore des lourdeurs, des lenteurs du point de vue du mouvement, c'était au niveau des pouvoirs, si on peut parler comme ça globalement. Voilà. Donc, c'est à ce niveau que pourquoi parce que nous sortons de loin. Quand on parle de la République centrafricaine, les gens ne peuvent pas comprendre que mais c'est pas possible. Un pays qui est plus grand que la France, mais qui continue de reprendre au doigt à l'œil à la France, parce qu'en réalité, au niveau de la République centrafricaine, c'est la France qui faisait la pluie le beau temps. La France avait la capacité d'émettre et d'installer au pouvoir qui il veut, quand il veut, n'importe comment. Vous avez les David Dacko qui était arrivé pratiquement au pouvoir en pyjama, c'est-à-dire le gars il dort à Paris, on le revient du monde dans l'avion, on va prendre le pouvoir à Bangui. Vous voyez, il y a des situations presque cocasses et ubiesques comme ça qui ont quand même existé. C'est en République centrafricaine que, non content du fait que Bokassa devenait de moins en moins soumis, on lui colle une affaire parce que M. Giscard d'Estaing, qui est dans une attitude de petit brigand et de salaud hors norme, non content d'avoir privatisé la forêt centrafricaine, se s'est quand même payé le luxe, n'est-ce pas, de faire des bébés dans le dos du président Bokassa en couchant avec son épouse. Il faut dire ça comme ça aux Africains. Au point où il a eu le culot d'assassiner son homme de main qui le ramenait de temps en temps, le collait à la maison. Son avion explosé au-dessus de Garoua. Vous voyez le type de rapport qu'il y avait. Donc c'était des rapports terribles. Donc quand vous avez une nouvelle classe politique qui monte sur le leadership, par exemple, du président Faustin Archange Touadéra, n'oubliez pas qu'il hérite quand même d'un système dans lequel il y a encore des cellules françaises, des agents dormants français, en réalité, une bonne frange des élites politiques qui sont encore totalement soumises à Paris. Comment vous faites pour régler cela? Donc, vous employez deux méthodes. Comme vous n'êtes pas militaire, soit vous prenez le temps à dessoucher progressivement, c'est la parabole du semeur. À un moment donné, il y a la bonne herbe qui pousse avec l'ivraie. Donc ça prend du temps pour dessoucher cette ivraie-là, tranquillement, avant d'avoir quelque chose de bon. Potable. Mais surtout que, quand vous regardez le Centrafrique, en dehors du Cameroun, du point de vue de l'assistance militaire et d'une certaine assistance socio-économique, vous voyez bien qu'ils ne sont pas assez gâtés que cela. Quand vous avez un pays comme le Tchad, qui a une bonne partie de ses populations d'ailleurs qui vivent en Centrafrique, mais dont l'armée était présente, par exemple à Bangui, et qui a une direction qui se comporte comme se comporte aujourd'hui le président Mahamat Idriss Déby Itno, c'est-à-dire qui héberge. L'un des points par lesquels la France peut passer pour essayer de déstabiliser le Mali, j'allais dire M. Bozizé, vous comprenez que il faut aller pianissimo. Bon, maintenant il n'y est plus. Pardon? Maintenant il n'y est plus. Ah, vous pouvez pas le dire. D'accord. Vous pouvez pas le dire. Les renseignements que nous avons et qui sont partagés par certains observateurs géopolitiques et de ce qui se passe dans cette région nous prouvent que il y a plusieurs milliers de terroristes, de rebelles, de mercenaires à la sorte de Paris qui sont entre le Tchad et le Soudan. C'est pour ça qu'il y a eu cette attaque contre le Rwanda pour
peut-être avec l'affaire du M23, on va l'expliquer plus tard, pour obliger Kigali à décrocher en retirant une bonne partie de ces soldats qui sont présents au niveau du Rwanda et de la République centrafricaine pour les ramener au Rwanda dans une guerre qui tente de fabriquer par tous les moyens entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. À partir de ce moment-là, maintenant, on pourra lancer le top départ pour que ces mercenaires qui écument cette zone frontalière entre le Soudan et le Tchad attaquent justement le pays centrafricain. Et poussant justement, obligeant, les forces russes d'être de manière frontale en première ligne dans ces confrontations et continuer justement cette propagande des forces qui assassinent, qui pillent, qui tuent, n'est-ce pas, des Centrafricains. Donc, nous sommes dans une construction assez complexe du jeu. Et, comme vous l'avez si bien dit, le président Touadéra n'est pas militaire, donc il n'aura pas le même tempo, il n'aura pas la même attitude, il n'aura pas la même démarche du point de vue de la prise de décision, mais, une chose est sûre, je peux vous assurer que, et ça, nous l'avons vu avec la question du référendum, vous voyez comment les forces de l'endo-colonna centrafricaine freinent de 4 fers pour ne pas aller vers une démarche qui accordera beaucoup plus de souveraineté à leur propre État. Pourquoi? Parce que justement, ils continuent d'être au service de Paris et c'est le cas principalement de la quasi-totalité, j'allais dire de la bonne partie des anciens politiciens centrafricains qui sont toujours des petits enfants gâtés de Paris et qui estiment qu'à un moment donné, Paris fera le coup de force qu'il faut pour les remettre au pouvoir. C'est ça qui peut peut-être justifier la délicatesse de la diplomatie centrafricaine, même si de temps en temps on voit quand même Madame Baipo monter au créneau pour dénoncer un certain nombre d'attitudes. D'ailleurs, comme vient de le faire là récemment encore le président Faustin Archange Touadéra à la tribune de ce sommet, n'est-ce pas, dans le cas des pays les moins avancés, qui s'achevait d'ailleurs ce 9 mars 2023. Alors, pour revenir à cette campagne de dénigrement justement contre les Russes sur les territoires africains, notamment au Mali et puis en République centrafricaine, l'Union européenne a annoncé il y a de cela quelques jours, c'était le 25 février dernier, des sanctions extraordinaires contre le groupe paramilitaire russe pour violation des droits de l'homme en Afrique et elle a visé particulièrement le chef de ce groupe du côté du Mali et quelques autres responsables en République centrafricaine. Ce qu'il y a de marrant, c'est que les différentes sanctions s'étendent sur les membres des familles de ces responsables russes. On a vu la mère, par exemple, du chef du groupe paramilitaire russe du côté du Mali être sous le coup de sanctions, être arrêtée également comme si c'était une citoyenne, comment je dirais, en plein délit, interdit de voyager et puis questionnée ou alors interrogée, comme si elle était mêlée à quelque chose de complètement flou. En tout cas, voilà un peu ce à quoi est exposé ou alors sont exposés, puisqu'il s'agit des différents responsables du groupe paramilitaire sur le territoire africain. C'est pourquoi je demandais aujourd'hui, est-ce que les États africains justement qui reçoivent cette aide ou alors ces différents instructeurs sur leur territoire ne devraient-ils pas essayer de frapper également la main sur la table? Ces sanctions ont donc été décidées, je cite, au vu de la dimension internationale et de la gravité des activités du groupe ainsi que de son impact déstabilisateur sur les pays où il est actif. Fin de citation. C'est ce qu'a expliqué le Conseil européen dans un communiqué sur les activités du groupe Wagner qui serait donc une menace pour les populations des pays où ils opèrent et pour l'Union européenne. Derrière ces différentes sanctions, est-ce qu'on ne voit pas de la crainte pour les forces onusiennes tout simplement sur les territoires? J'aurais d'abord aimé avoir beaucoup plus de précision par rapport à l'information que vous venez de nous donner. Les mamans, par exemple, la maman du président de ce groupe paramilitaire en Centrafrique a été arrêtée où? À l'aéroport, je pense bien. Quoi? Si je ne me trompe pas.
Alors, ces mesures, d'ailleurs, ont été décidées d'être levées. Voilà. Dans l'avancement de l'information, ces mesures ont été décidées d'être levées contre la mère, particulièrement du chef paramilitaire russe, du côté du Mali. Ces sanctions s'étendaient au niveau également du gel de ses avoirs, c'est-à-dire de la mère de ce chef paramilitaire. Sa maman a été arrêtée où? C'est ça la question que je pose, parce que ça me paraît un peu invraisemblable, cette information. Bon, disons que invraisemblable... Parce que les Russes ne peuvent pas arrêter leurs propres citoyens. Non, il ne s'agit pas des Russes qui ont arrêté la mer, ce sont des sanctions européennes. Alors vous imaginez bien que ce ne sont pas les Russes. Écoute, mais attendez, bref, je vais faire bref. C'est du bavardage. Vous comprenez? Oui. C'est du bavardage. Bon, ok. Ils donnent l'impression qu'ils tiennent encore un quelconque pouvoir, les Occidentaux. Ils n'en ont plus. Ces sanctions n'ont aucun sens. Comment dire ça? C'est la pensée magique, en fait. C'est ça l'expression. C'est la pensée magique qu'on met en avant. C'est-à-dire, on prend des décisions, on donne l'impression que ces décisions auraient de le faire sur des gens dont tout le monde sait pertinemment que ça ne peut pas avoir de l'effet. Comment ils vont faire pour arrêter la maman d'un officier russe? Et pour la Cour de justice de l'Union européenne qui a donc décidé de lever ces sanctions, c'est que être la mère de ce chef bien sûr paramilitaire russe, Monsieur Prigogine, ne saurait être un motif de sanction, même si les actes de son fils ont compromis l'intégrité nationale et la sécurité ainsi que la souveraineté de l'Ukraine. Princesse Cassandra, c'est du bavardage. C'est du bavardage. Ils sont perdus. Monsieur Prigogine, il fait comment dire ça, des vidéos tous les jours. Oui. Il est en Ukraine. Il est en train de craser complètement les troupes occidentales et les troupes ukrainiennes. À Bakhmout, tout le monde le voit. Il a d'ailleurs dit qu'il ne riposterait pas, qu'il ne répondrait pas, parce qu'il estimait que c'était irraisonnable. Mais comment ils vont faire? Vous comprenez? En fait, ils cachent leur échec. L'Occident cache son échec derrière cette pensée magique qui dit on va punir, et c'est le président Ibrahim Traoré de Burkina Faso en répondant à des sanctions qui l'empêcheraient de voyager. Il rigole, il dit je n'ai pas été, je suis pas arrivé ici pour voyager, pour faire du tourisme. Je suis venu là à ce poste où je suis pour résoudre le problème de la sécurité de mon pays. Donc moi je suis au front dans le combat contre les terroristes pour résoudre le problème. Donc il n'est pas là pour voyager. C'est de leur président qui aime jouer les Magellans. On les connaît, c'est le cas par exemple de M. Ouattara, mais les autres, c'est pas ça le problème. Et puis il faut que l'Occident fasse un peu profil bas. Oui. Tout le monde ne rêve pas d'aller en Occident, mon cher ami. Tout le monde ne rêve pas d'aller visiter, je ne sais pas, la Tour Eiffel. D'autant plus que la Tour Eiffel, ce qu'ils appellent la meilleure avenue du monde, n'est-ce pas? Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Allez à Shanghai. Allez voir ce qui se passe à Shanghai, du point de vue de la modernité de la ville. Allez à Moscou pour voir ce qu'on appelle une ville moderne. Il y a des milliers et des milliers d'espaces dans ce continent, sur cette planète aujourd'hui, qui font que, dans le cadre de la création d'un monde multipolaire, c'est l'Occident qui risque de se retrouver tout gros gens comme derrière avec des problèmes. Parce que, à un moment donné, on aurait présenté l'Occident comme le paradis sur Terre. Oui. Même maintenant, tout le monde voulait dire, comme on dit chez nous, Namal en Bengue. Tout le monde voulait aller en Bengue. Tout le monde en Bengue, dans tout le dit l'Occident. Oui. Tout le monde voulait aller en Bengue. Je vais aller à Paris, je vais aller à Londres, je vais aller à Washington. Non, c'est fini. Oui. Ça, c'est fini. C'est pour ça que je veux dire que c'est une espèce de pensée magique. On espère qu'en le disant, on va agir sur le subconscient des gens et qui vont se dire, là, vraiment, nous sommes en danger. La question, par exemple, des comptes de certains dirigeants. Oui, si pour un certain nombre de pays, c'était tout à fait important, d'autant plus que l'Occident était, comment dire ça, était la superbe puissance du point de vue civilisationnel, et tout le monde avait intérêt à commencer avec l'Occident, à avoir une bonne diplomatie avec l'Occident, à avoir des diplomates qui étaient présents en Occident. Donc pour cela, il fallait des comptes qui permettaient, n'est-ce pas, à ces représentants de ces pays de pouvoir se mouvoir, de pouvoir faire un certain nombre d'opérations. Parce que du centre du monde, sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan civilisationnel, sur le plan culturel, c'était l'Occident. Mais le centre du monde s'est déplacé depuis. C'est ça que j'appelle la pensée magique. Et
les élites occidentales refusent de le reconnaître. Nous sommes dans ce studio, princesse. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez ici comme matériel qui vient de l'Occident? Quoi? Pratiquement rien. En quoi peuvent-ils donc penser, comment peuvent-ils donc continuer de penser que leurs sanctions peuvent avoir de l'effet sur les gens qui ne commercent plus pratiquement avec eux, sur les gens qui ne les considèrent plus comme le sens de l'innovation? La manufacture du monde aujourd'hui, c'est la Chine. Sur les gens qui considèrent que sur le plan civilisationnel, ils sont en train de prendre une route qui est complètement à l'opposé de ce que l'être humain doit être. Sur le plan des gens qui pensent que sur le plan idéologique, sur le plan même de la pensée, ils sont, c'est un empire en réalité décadent. L'Occident est un empire décadent. C'est ça la vérité. Donc ils jouent sur des rêves lointains de leur suprématie et de leur je ne sais pas quoi, qui n'existe plus aujourd'hui. Ils sont incapables de faire ce qu'on appelle l'analyse concrète de la réalité concrète qui fait que, qui donne pour résultat le fait qu'ils ont perdu le pouvoir. Ils ont perdu le pouvoir de coercition, ils ont perdu le pouvoir d'attraction qu'ils avaient avant, et c'est ça qui justifiait, n'est-ce pas, le fait que, bon, ils aient une diplomatie qui a autant de condescendance. C'est terminé. Quand c'est à rire, quoi, c'est très rigolo. De voir toute une Union européenne qui prend des sanctions contre la mère de Prigojine, mais j'ai envie de rigoler. C'est quand vous me dites l'Union européenne a pris des sanctions contre ma grand-mère qui est en Gambie. Ces sanctions-là n'ont aucun sens. Bon, vraiment, ça me roule de rire, c'est quelque chose de... Mais qui dénote de la panique au niveau des chanceliers occidentaux, qui dénote de l'émoi que la nouvelle réalité mondiale impose à ces gens aujourd'hui. Ils surfent sur les réalités d'antan qui sont complètement dépassées, et c'est pour cela qu'ils peuvent continuer à prendre des décisions aussi idiotes. Ils disent non, mais pour donner l'impression d'être logique et vrai avec eux-mêmes que non, mais la mère ne peut pas. Est-ce que la mère de Prigojine va voyager pour aller à Paris? C'est pour faire quoi? Elle n'a pas un compte ni à Paris, ni à Londres, ni à Washington. C'est ridicule à la limite. Et je continue de dire, tous ces cinémas-là étaient faits en direction de l'Afrique. Parce que, comme je le dis, je disais, à partir de leurs médias, nous écoutons. Donc, ils influencent notre perception du monde. Oui. Alors, cette pensée magique qui est la leur, je suis désolé, elle arrive à ses limites. Et comme disait quelqu'un, quand les bornes sont franchies à plus de limites, les bornes de mensonges étant franchies, je pense que on n'est plus là en face de nous quelqu'un que réalité informative. Nous sommes là en plein dans la propagande à la Goebbels, carrément. Goebbels, c'était le grand propagandiste d'Hitler, et qui disait un mensonge, il faut le répéter 100 000 fois. Oui, jusqu'à ce qu'il devienne une vérité. Non, plus il est gros, plus il a beaucoup de chances de passer. Voilà. D'accord. Et puis, il faut rappeler également que les sanctions de l'Union européenne s'appliquent aussi au conseiller à la sécurité du président Faustin-Archange Touadéra, d'après certaines informations, ainsi qu'au porte-parole du groupe paramilitaire russe dans le pays centrafricain. C'est dire que, comme je le disais tout à l'heure dans mon interrogation, finalement, disons l'Europe. L'Europe aujourd'hui est en train de vouloir peut-être prouver qu'elle tremble des jambes sur le plan géopolitique de ce côté-là, à cause également de la présence onusienne. Mais maintenant, il y a, au-delà de cette campagne de dénigrement qui concerne les exactions, il y a les actes de pillage. Au Mali, par exemple, le groupe paramilitaire russe est tout le temps accusé de vouloir faire main basse sur les mines d'or. En République centrafricaine, c'est la même chose. Finalement, il y a comme... au-delà de cette petite guéguerre justement qui s'étend de l'Ukraine jusqu'en Afrique, il y a aujourd'hui autre chose bien en dessous. Il y a aussi les ressources minières des pays africains, et les pays européens donnent bien l'impression d'avoir peur, non seulement qu'on dévoile leurs différentes actions, mais aussi qu'on leur dame le pion. Écoutez,
Ça donne raison à ce qui avons dit depuis, du point de vue, après avoir mené une analyse concrète sur cette affaire-là, qu'en réalité la présence militaire occidentale sur le sol africain, il n'est pas gratuit. Ce n'est pas de l'altruisme, ce n'est pas de la philanthropie. C'est une présence militaire qui a une signification bien précise. C'est de contrôler et de sécuriser militairement le point d'approvisionnement en termes de richesse de ce sol pour leurs propres industries. J'aime citer Samir Amin qui parlait du centre de la périphérie. Pour eux, nous devons avoir des économies extractives tout simplement. C'est-à-dire ici chez nous, c'est pour prendre. C'est pour prendre et on va les transformer chez eux. Mais pour s'assurer que nous ne serons pas tentés de regarder à gauche ou à droite, on impose une présence militaire pour valider, donner du sens à cette présence militaire. Quand nous commençons à grincer les dents, on crée un problème. On dit qu'ils sont là parce qu'ils combattent des terroristes qui risquent de mettre en mal la sécurité même de l'Europe. Donc voilà le mobile, la Gursie qui est trouvé, et ils vont essayer de construire tout un mécanisme pour essayer de convaincre, n'est-ce pas, les gens, en disant, écoutez, nous ne sommes pas là parce que nous voulons être là, nous sommes là parce que nous voulons protéger les Africains, nous voulons nous protéger nous-mêmes contre des terroristes qui, à partir du sol africain d'ailleurs, j'ai écouté encore dernièrement un responsable occidental, je ne sais pas lequel, raconter cette bêtise, ou disant que ce que nous oublions, c'est que les terroristes, à partir de la bande sahélienne, peuvent bombarder, n'est-ce pas, l'Europe. Bon, on a envie de leur demander, mais qui va leur donner ces missiles-là? Bon, mais passons. Bon, nous sommes face à une Europe qui tremble. Nous sommes face à une Europe qui a peur. Nous sommes face à une Europe qui ne sait plus où donner la tête, d'autant plus qu'ils n'ont pas vu venir, n'est-ce pas, ce boulet de canon. Oui. Ce véritable tsunami qui n'est rien d'autre que le fait que l'Afrique a décidé de se mettre avec de nouveaux partenaires qui ne sont pas eux, les Occidentaux, mais surtout l'Afrique a tiré les conclusions de leur présence pendant plus de des centaines d'années, au moins une centaine d'années sur notre sol, et ont estimé que sur le plan de leur présence n'a pas permis de tirer les dividendes du point de vue de notre sécurité. Donc, ils ont décidé, comme vous voyez, encore de beaucoup le faire en dénonçant les accords de coopération militaire de 61, il y a demandant aux coopérants militaires français sur son sol de partir sous un mois. Bon, c'est ça la véritable crainte. Et ils se disent, mais si on nous coupe de notre grenier magique où on pouvait puiser à bouche que veux-tu et à l'infini, qu'est-ce que nous allons devenir? Ils n'auront plus cette capacité de continuer à travers le pillage du continent africain à résorber les déficits économiques réels qu'ils ont chez eux du fait d'une mauvaise politique, du fait que arrêter, ils vivent au-dessus de leurs propres moyens. Vous voyez. Donc c'est ce que le paradigme multipolaire va créer. Il va obliger l'Occident impérialiste à vivre avec ses propres moyens. Et en vivant avec ses propres moyens, l'Occident ne peut plus être le pôle de l'innovation scientifique et technologique. La fracture, n'est-ce pas, sur le plan sociétal au niveau de l'Occident, on vous dit que des gens sont tellement riches, ils sont une infime minorité que j'ai jamais appelée la happy few, et la large majorité est accroupie dans une misère indescriptible avec des décisions qui sont d'ailleurs plus contre leur propre population. Vous voyez les marches, les grèves actuellement. Contre les réformes des retraites. Et uniquement sur la question des réformes de retraite, les gens se disent, mais avec ce pouvoir-là, en fait, c'est des salopards qui sont venus remettre en cause tout ce que nos prédécesseurs nous ont aidé à avoir, n'est-ce pas, avec beaucoup de sueur et de sang. C'est-à-dire, ce sont des acquis que les gens ont eu, leurs prédécesseurs, par le biais de beaucoup de combats, à la fois syndicalistes et même politiques. Donc, c'est ça la réalité. Je dis que l'Occident est complètement blackboulé là. Il ne sait plus pour où donner la tête. Ils tentent de reconquérir une Afrique qu'ils ont perdue. Ils prennent des décisions assez maladroites comme celles qu'on vient d'énoncer pour donner l'impression que c'est eux qui peuvent encore donner de là. Mais ils ont perdu cette capacité. Ils l'ont complètement perdu. Le Mali le démontre chaque jour. Le Burkina le démontre. Et là, la République centrafricaine est obligée de le démontrer. Ils ont perdu. Qui nous a colonisés? Est-ce la Russie?
depuis que les soldats de Barkhane, de Sabre, de tout ce que vous voulez là-haut, ça existait, eux, ils étaient payés avec quoi? Avec des colas? En République centrafricaine, on ne payait pas des mines d'or là-bas? Les diamants de Bokassa, en plein main de M. Giscard, on a oublié? Mais c'est eux les véritables pilleurs. Quand on parle de pillage, on parle de violence, on parle de viol, on parle d'assassinat, on parle de remise en cause, même de la vie humaine. C'est ça le pillage. Qu'est-ce qui peut expliquer? Nous sommes tous des Africains. On se connaît par rapport à notre propension, par exemple, à aimer les enfants, donc à faire les enfants. Qu'un pays aussi grand que la République centrafricaine a une population de près de 5 millions d'habitants seulement, alors qu'elle est plus grande que la France. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est parce que là-bas, il y a eu des vagues successives de crimes, de guerres, n'est-ce pas, de véritables génocides. La construction de fer, la construction de chemin de fer Congo-Océan a vu la mort de près de 20 000 Centrafricains. 20 000 Centrafricains. On n'oublie pas ça. Quand on émascule un pays par ses forces vives, n'est-ce pas, par la gente masculine, c'est pour que ce pays-là ait une population en abondance après. Donc quand je parle de 20 000, excusez-moi, je crois que j'allais dire entre 200 000 et 300 000 Centrafricains qui sont morts dans la construction du chemin de fer Congo-Océan, piloté par la France. La guerre du Congo-Wara, qu'on a imposée aux Centrafricains, mais c'était de véritables pogroms qui ne disent pas leur nom. Et on continue avec les guerres successives, dont la dernière fut le conflit entre les anti-Balaka et les syndicats. Qu'a fait la France? Où étaient les États-Unis? Où était l'Union européenne? Maintenant que les gens peuvent être sûrs de sortir le matin, rentrer chez soi le soir, prendre un petit déjeuner en famille et dormir sans la peur dans le ventre d'une détonation d'un coup de fusil, c'est là où on pense qu'il y a un problème. C'est là où on commence à penser que ceux qui ont permis à la République centrafricaine de retrouver cette paix relative-là, c'est eux le problème, c'est eux les mercenaires, c'est eux qui tuent les Centrafricains. Non, il faut faire attention. Il faut arrêter de prendre... Enfin, c'est du racisme. C'est penser que nous, les Noirs, nous sommes incapables de réfléchir par nous-mêmes. D'ailleurs, Madame Ursula von der Leyen, j'allais dire, Ursula von der Pfizer, parce qu'elle aussi a notre gros problème, je ne sais pas comment on va s'en sortir, a osé dire que depuis que les Africains réfléchissent par eux-mêmes, c'est très grave. Pourtant, elle n'a pas été sanctionnée. Pourtant, on n'a pas vu l'Union européenne leur dire, madame, faites très attention. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Elle qui n'a aucun mandat électif et qui décide à la place des gens qui ont été élus, qui peut se permettre de faire prendre à l'Union européenne des décisions contre-productives à terme pour l'Union européenne elle-même, comme cette affaire la descension improductive contre la Russie. Ce que je dis à nous quand même dirigeants, nous sommes dans un champ de guerre où l'attrition devient de plus en plus évidente. Quand des idioties comme ça sont prises contre nos dirigeants, il faut qu'il y ait une réciprocité. À eux aussi de prendre des décisions contre les dirigeants de l'Union européenne. Les interdits de voyager en Afrique. C'est pourquoi je demandais tout à l'heure pourquoi les pays africains, justement, n'essayent pas de... Enfin, je veux dire, même lorsqu'on est dans une lutte, parfois, il peut arriver que si quelqu'un vous gifle de la joue, sur la joue gauche, que vous puissiez rendre sur la joue droite, mais on a l'impression qu'à chaque fois, les sorties ne sont même pas proportionnelles aux différentes attaques reçues. Il est clair qu'aujourd'hui, ce n'est pas une lutte entre individus, patient parfendum. C'est une lutte pour la libération et bien sûr la quête de la souveraineté africaine. Mais lorsque le professeur Faustar Kange-Touadéra est peut-être au 5e sommet des pays les moins avancés et qu'il pointe du doigt directement les puissances étrangères comme étant celles qui soutiennent et financent le terrorisme et que par la suite, il demande encore une aide publique à ces mêmes puissances étrangères, ou encore que le président Félix-Antoine Tshisekedi se retrouve face à Macron durant une conférence de presse conjointe et qu'ils lui disent qu'il faut respecter les pays africains en ce qui concerne les élections. Lorsqu'on parle des élections en Afrique, elles ne concernent que l'Afrique et pas d'autres personnes qui sont peut-être des observateurs, mais des observateurs lointains qui devraient rester dans leur clan. Mais par la suite, ils demandent encore et réclament à la France de condamner une attaque rwandaise, une agression rwandaise sur son territoire congolais. Quand on a ce type d'attitude ping-pong, on peut peut-être pas réellement faire le poids, patient parfendum.
D'abord, je reviens à l'histoire de quand vous giflez la joue gauche, il faut montrer comment il faut répondre, mais comment on dit ça, le construit idéologique chrétien nous dit plutôt qu'il faut se montrer l'autre jour. Et beaucoup de nos élites qui ont été formatées à cette école-là continuent de croire à de pareilles balivernes. Maintenant, je vous ai dit, nous sommes dans un processus, c'est une construction. D'abord, qui le crut? Autant de Foucault, autant de De Gaulle, autant de tous ces rois belges-là, qui est cet échange, même de manière symbolique, entre le président Tshisekedi et le président Macron. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge. C'est infime, d'accord. Ce n'est pas la hauteur de l'agression que nous subissons, mais c'est une réalité. Ça commence à venir. Il faut prendre en compte. Qui le crut que de haut la tribune d'un sommet aussi important comme le sommet des pays les moins avancés, que le président Fossa Archange Touadéra mette du doigt dans la plaie, là où ça fait mal, en disant c'est ça le problème. C'est vous qui soutenez autant pour moi cette force d'agression et qui déstabilise nos États et ne nous permettent pas d'avoir la quiétude, la paix pour pouvoir nous lancer dans le véritable chantier de développement. Maintenant, après l'avoir dit, nous sommes dans un monde qui est dominé par le système capitaliste néolibéral, où les principales forces financières, places financières sont dominées par justement ces instruments et ces agents de l'impérialisme. Vous ne pouvez pas faire aujourd'hui la moindre petite transaction si vous n'utilisez pas par exemple SWIFT. Vous voyez, c'est avec la guerre ukrainienne là. Quand on voit les BRICS ressentent la nécessité de créer une nouvelle alternative à ce système financier en fait qui est contrôlé par l'Occident. Je parle par exemple du cas du dollar, avec la question du pétrodollar. Une décision qui a été prise avec l'Arabie Saoudite, entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, je crois en 1973. Qui stipule quoi? Qui stipule en gros, jusqu'aujourd'hui, que presque tous les échanges qui se font entre deux pays, même si les États-Unis ne sont pas concernés, en ce qui concerne une transaction pétrolière, elle doit se faire en dollars. Et, vous comprenez bien, quand l'échange de tous ceux qui achètent des biens dans le monde font leur échange dans la monnaie camerounaise, il y a de regretter mémoire qui parlait de par exemple de le Cameroun gagne dedans, en prélevant des frais induits à cette transaction. Bon, et ça permet quoi? Ça permet aux États-Unis de financer, arrêter leur déficit. Donc, la plupart des places fortes financières où vous pouvez aller demander l'argent, le FMI, la Banque mondiale, le Club de Paris, le Club de Rome, et Tantampion, tous ils sont entre les mains des Occidentaux. Vous ne pouvez pas lever le monde de petits projets sur le sol africain sans être en accord avec ces robinets financiers internationaux. Vous ne pouvez pas. C'est maintenant que la Chine, la Russie et d'autres pays des BRICS commencent à sentir la nécessité de créer un univers monétaire nouveau où justement les outils qui sont entre les mains des Occidentaux ne seront pas ceux qui contrôlent l'ensemble des transactions financières dans le monde. Donc nous sommes à l'orée, ou bien comment dire ça, nous sommes à l'entrée d'une nouvelle ère. Et malheureusement pour la plupart de nos États, le basculement vers un monde, et le président Fossa Touadéra a tenté avec la création de la crypto-monnaie, le Sangocoin. Pourquoi? Il a créé le Sangocoin pour essayer de contourner la pression excessive de ces plateformes et de ces robinets financiers internationaux sur justement la capacité au niveau de la Centrafrique, à partir des richesses réelles qu'elle détient, de lever des fonds pour financer son propre développement. Et c'est valable pour tout. C'est valable pour les élections. C'est valable pour les infrastructures routières. C'est valable pour la construction des hôpitaux, des écoles, de financer des projets agricoles. C'est valable partout. Vous allez prendre l'argent où, comme on dit, de manière basique. Vous allez prendre cet argent où? Il faut que vous ayez accès à ces institutions de financement internationaux pour pouvoir implémenter un certain nombre de projets chez vous. C'est ça qu'il faut casser. Oui. Et c'est ça le combat panafricain dans lequel nous sommes. Il faut briser ces chaînes-là.
Ça participe, c'est un ensemble, c'était très subtil, hein? C'était très intelligemment pensé. C'est-à-dire que de dire, comme le disait, je pense, un grand financier, c'est pas Rachid Douki, le problème, ce n'est pas de savoir qui a gagné les élections, qui les organise. Le problème, c'est de savoir qui détient les banques. C'est-à-dire qui détient le nerf de la guerre. À partir de ce moment-là, faites toute la législation que vous voulez, faites tous les projets politiques et économiques que vous voulez. Nous qui détenons le nerf de la guerre, c'est nous qui allons continuer d'orienter vos propres politiques. Si le Cameroun se lève et dit par exemple qu'il veut faire un troisième pont sur le fleuve Vourou, mais qui va partir de Mungo et traverser le Vourou à partir de Bangui, on va leur demander mais qui va vous donner l'argent? Bon, le franc CFA, cette monnaie nazie, la France vous dit on n'a pas d'argent comme ça, vous donnez. Vous allez sur la place des plateformes internationales, vous dites on veut lever le fonds, on vous dit on ne peut pas vous donner l'argent pour ce type de projet. Mais je peux vous dire que pour d'autres projets, si le gouvernement camerounais décide maintenant de créer des espaces propres au LGBTQ, je peux vous dire qu'ils vont facilement trouver de l'argent. Donc nous sommes dans un enclos qui ne permet pas l'émergence de la réalisation de nos propres volontés. Et ça passe par le fait que je dis que l'ensemble des places financières les plus importantes au monde sont contrôlées par l'impérialisme occidental à travers ce capitalisme néolibéral. Donc il faut briser, c'est ça qui justifie la guerre en Ukraine en réalité. C'est cette affaire-là. Ce qui justifie cette guerre en Ukraine, parce que les Russes, à travers le leadership du président Vladimir Poutine, ont bien compris que c'est un monde qui marche sur la tête. Il faut que la tête reprenne sa place au niveau des épaules et que ce soit les pieds à qui soit dévolu le rôle, n'est-ce pas, de motricité dont nous avons besoin. Mais un monde qui marche sur la tête, parce que tout est inversé. C'est ceux qui n'ont rien qui sont les plus riches. C'est une infime minorité d'individus, soi-disant, parce qu'ils font des affaires, ils sont des gros capitalistes qui ont de l'argent et qui laissent couper dans la misère une frange quasi majoritaire de la population mondiale. Regardez un pays comme l'Inde. L'Inde est obligée aujourd'hui de chercher des voies alternatives à cette domestication de ces moyens de production, de ces moyens en réalité sur le plan de la finance internationale. Il faut qu'ils opèrent des transitions, même si elles seront difficiles, pour leur permettre d'engranger assez d'argent pour financer leur propre économie. Les transactions sur l'achat des hydrocarbures russes aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine de plus en plus se font en roubles ou bien en monnaie chinoise, en yuan. C'est pour dire qu'on veut créer de nouvelles banques, de nouvelles formes de structures de financement, de nouvelles méthodes de financement, de nouveaux mécanismes de financement qui ne soient plus complètement dépendants des mécanismes de financement occidentaux. Et là-dedans, l'Afrique est prise dans un véritable piège. C'est pour cela que nous appelons à la création d'une monnaie africaine, à la création d'une banque centrale africaine. Et cette monnaie africaine devait être adossée sur les richesses africaines réelles que nous possédons. C'est l'or, c'est le diamant, c'est le coltan, c'est toutes ces richesses qui font en réalité, qui sont au cœur de l'innovation technologique et scientifique dans le monde. Donc nous avons tout cela. Et nous sommes capables, et on considère qu'on est pays pauvres. Même pour financer une élection, vous êtes obligé de courir à Washington, à Londres, à Berlin, pour demander justement des prêts pour organiser votre propre élection. Alors que pour les États-Unis, je prends le cas de Lehman Brothers. Quand il y a eu la crise des subprimes, en fait, les obligations pourries, les économistes comprennent très bien de quoi je parle. Oui. Quand il y a la crise des subprimes et que ce mastodonte commençait à couler, qu'est-ce que Obama fait? Il a appliqué un principe simple chez eux sur le plan économique qui disent it's too big to fall, c'est-à-dire une entreprise même privée. Alors que le dogme économique qu'on continue d'ailleurs d'enseigner à nos enfants, c'est qu'il ne faut pas toucher au marché. Le marché a ceci de fondamental qui s'autorégule. Mais là, le marché est parti en vrille pour remettre les fondamentaux et rééquilibrer, n'est-ce pas, les agrégats économiques et permettre à une société privée en faillite comme le Lehman Brothers. Qu'est-ce que l'État central américain a fait? Ils ont fait tourner la planche à bien. Ils ont renfloué les caisses de Lehman Brothers pour que cette société ne coule pas avec les conséquences induites qu'on pouvait bien imaginer. Mais chez nous, si vous avez une importante société comme la CDC qui veut couler, vous allez prendre l'argent. Qui va vous donner l'argent? Si vous êtes aujourd'hui, vous voyez, on est bloqué, même incapable de faire la pénétrante ouest de la ville de Douala, parce qu'on n'a pas l'argent. Mais imaginons ce instant qu'on avait notre propre argent, mais qui était adossé sur une économie réelle. Parce que quand je parle de l'unité politique de notre continent
et la création d'une monnaie africaine. C'est parce que je me dis, on va créer des conditions d'un marché interne africain viable, avec une monnaie qui va permettre des échanges et une consommation locale et qui va booster justement au-delà de la consommation, mais l'économie tout court, l'innovation tout court, la domestication de la science tout court. Si nous avons ces moyens-là, ma chère amie, mais le monde petit truc de travaux publics, on fait tourner la planche à bien, on donne des obligations, n'est-ce pas, aux entrepreneurs qui travaillent et qui font tourner le pays. Mais si vous ne les avez pas fait comment? L'Égypte a plafonné avec la nouvelle capitale qu'ils sont en train de construire. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que l'armée égyptienne reçoit les 2 plus grands soutiens au monde des États-Unis dans cette zone-là, après Israël évidemment, qui leur permet quand même d'avoir les liquidités leur permettant de se lancer dans de grands chantiers pharaoniques comme la nouvelle capitale qu'ils sont en train de créer. Chez nous, par exemple, je plains Tshisekedi parce que là, il me fait rire. En même temps, il s'aventure pour répondre à un type comme Macron qui lui sait sur quoi il a adossé, donc sur ce grand bouclier de la finance internationale. Oui. Et c'est qu'en face de Tshisekedi, ce type n'a rien. Quand Tshisekedi lui rappelle son humanité, parce que c'est ça qu'il s'agit, en disant attention, nous ne sommes pas des moins que rien. Mais maintenant, on arrive dans le dur du sujet, les élections. Comment vous allez les organiser? Ah, là, je suis coincé. Est-ce que vous pouvez nous aider? C'est dans cette contradiction dans laquelle nous sommes encore. Mais c'est bien que cette contradiction, en fait, émerge au point de conduire à l'implosion, d'obliger tout le monde de comprendre la vraie question qui peut donner du toupet à M. Macron de faire une tournée africaine comme celle qu'il fait là, en taxant les gens, en parlant aux gens avec beaucoup de condescendance, venir et on estimer que les Africains sont des hypocrites. Sur la base de quoi? Sur la base que, je continue de vous le dire, la finance internationale a fait des pays impérialistes occidentaux les maîtres de ce monde. Il faut briser complètement cette architecture pour aller vers la création d'un monde multipolaire, et cela passe par un certain nombre de réformes, d'autres violentes, d'autres intelligentes, mais en fait ça participe de la complexité de cette bagarre-là, et nous devons, si nous voulons nous accorder un peu de chance d'aller vers des victoires, nous devons être solidaires, nous devons être unis. Il n'y a pas 1000 solutions. Et on finira certainement par y arriver. Passion par Fendom, merci infiniment de nous avoir fait rentrer dans votre regard panafricain en ce qui concerne la question de ce jour. Nous parlions bien sûr de la sécurité en Afrique et on s'interrogeait à quoi servent les campagnes de dénigrement contre les Russes sur les territoires africains. Nous avons pris l'exemple de 2 pays africains, particulièrement le Mali et la République centrafricaine, où les paramilitaires russes sont donc présents depuis quelques années déjà, et quelques mois pour le Mali, et depuis 2018 pour la République centrafricaine. Ce fut un plaisir d'écouter votre expertise sur la question. Ce que l'on retient de vous aujourd'hui, c'est que c'est une vaste propagande, un constructivisme négatif qui est en train de s'opérer autour des soutiens militaires en Afrique, mais surtout russes, puisque, je le disais tout à l'heure, un découlement de la guerre russo-ukrainienne sur le territoire africain. Passion par Fendom. Je suis très heureux, de constater que nous sommes en train de construire, n'est-ce pas, toute cette pensée magique, parce qu'en réalité, elle ne repose sur rien. On dit la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Il faut que les pays africains le comprennent. Les 2 exemples que nous avons, sur lesquels nous avons essayé de tricoter les déconvenus au cours de cette émission sont, ne l'oublions pas, des États qui sont quand même sous la domination de franc CFA. Et c'est pas anodin que ce soit sur ces États-là que l'Occident, à travers la France, tente encore d'imposer, n'est-ce pas, à la fois des contrats léonins, mais surtout une émasculation de la pensée positive au niveau de notre continent. Cela n'est pas possible ailleurs. Ce discours serait un véritable non-sens si vous le tenez aujourd'hui au Myanmar, l'ancien Bangladesh, ou bien au Vietnam. Les gens vont vous rire au nez. Ils vont vous dire, mais ce type, il doit consulter un psy. Vous comprenez? Mais chez nous en Afrique, parce que nous avons encore ces contraintes, ces chaînes encore, qui continuent de nous imposer
ce rythme-là, mais surtout cette forme de soumission et d'assujettissement. C'est pour cela qu'il a l'impression d'avoir encore du sens. Nous devons donc hâter le mouvement, nous devons muscler le mouvement pour que très rapidement nous brisons tous ces chaînes-là et récupérons notre souveraineté pour accéder enfin à la véritable indépendance. Parce que nos indépendances, tout le monde le sait, sont des indépendances factices, et la véritable indépendance, c'est la véritable liberté. Et ça va tout simplement être la validation de ce sacro-saint principe qui est inscrit dans la charte de l'ONU, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et je dis aux peuples africains, aucun de nos États, aucun de nos peuples ne pourra s'en sortir seul. La nécessité de l'union est plus qu'urgente. Il faut que l'unité africaine se fasse maintenant. Nous pouvons commencer par des unités sous-régionales, des petits groupes, mais progressivement ayant comme horizon le fait qu'il faudrait qu'on se mette définitivement ensemble. Comme les États-Unis sont ensemble, c'est une fédération. Comme la Russie est ensemble, c'est une fédération. Comme la Chine, on n'en parle pas beaucoup. Oui. C'est pas une fédération de point de vue formel, mais on voit bien que ce sont plusieurs peuples qui se sont mis ensemble avec et qui ont une langue commune, qui est le mandarin, et sur le magistère du grand Mao Tse-tung, le grand timonier, le grand guide, et qui forment aujourd'hui les États-Unis que nous avons. L'Afrique ne peut plus continuer à se payer le luxe d'être dans cette espèce de balkanisation avec des États qui n'ont de dépendance que de nom, qui n'ont aucun pouvoir sur le plan financier, alors qu'ils regorgent de près de 60%. Facebook et You4You Media Africa, vous pouviez nous écouter et nous regarder également sur l'application For You